Alors, donc, je me présente, Maître Julie Andreu, donc avocate du cabinet TTLA, spécialisée justement en matière environnementale et en catastrophes industrielles. Nous défendons aussi bien les salariés qui sont victimes d'expositions professionnelles que les habitants riverains qui sont aujourd'hui victimes de pollution environnementale, parfois due justement à ces expositions industrielles. Alors que les victimes de catastrophes sanitaires sont à la recherche de reconnaissance et d'explication, elles doivent faire preuve de patience et de courage. Les victimes, dans leur long combat, n'ont de cesse de rappeler le strict respect de la loi, une loi souvent insuffisante, mais qui pourtant n'est pas toujours strictement respectée. Je pense notamment aux victimes de l'amiante qui attendent depuis plus de 25 ans un procès pénal pour homicide involontaire et blessure involontaire. Il y a eu certes des avancées concernant l'indemnisation des victimes de maladies professionnelles avec un arrêt de principe du 28 février 2002 qui réforme l'action en faute inexcusable et instaure une obligation de sécurité de résultat. Mais à ce jour, il n'y a jamais eu de condamnation pénale de dirigeants d'industries fabricantes et utilisatrices d'amiante sur des infractions de blessures et d'homicide involontaire. Si je parle du dossier de l'amiante, c'est qu'il me semble que ce dossier est emblématique et permet de faire en fait évoluer les questions de santé au travail, mais également de santé environnementale. Si ça ne fonctionne pas pour les victimes de l'amiante, comment peut-on envisager que d'autres victimes, ce seront des victimes salariées ou riverains, soient entendues dans leur combat contre des pollutions industrielles ou environnementales, pollution atmosphérique, pesticides, diesel, etc. En effet, concernant le procès de l'amiante, les dangers de l'amiante étaient connus et reconnus. Les maladies professionnelles liées à l'amiante étaient inscrites au tableau des maladies professionnelles. Et pourtant, des risques étaient pris par des employeurs sur des milliers de personnes pendant de nombreuses années. Dans ce dossier, il semble donc qu'il y ait eu des agissements volontaires, organisés avec des effets certains, et personne encore aujourd'hui n'est déclaré pénalement responsable. Nous aurions pu, il y a 25 ans, quand on a déposé les plaintes, même envisager peut-être de déposer pour homicide volontaire, pour meurtre. Mais pour des raisons de tactique juridique, nous avons décidé de déposer plainte au nom des victimes pour des infractions plus simples. Les recours ont donc été déposés pour blessures et homicide involontaire. La prise de risque est prouvée et il fallait également prouver que causer la mort à autrui par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou par le règlement ne semblait pas non plus un obstacle insurmontable. Les industriels avaient largement manqué aux obligations imposées par la loi de 1977. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de résultat pour les victimes. Quelles sont donc en fait ces difficultés, les difficultés de ces procédures qui obligent les victimes à attendre depuis tellement longtemps? Dans ce dossier, comme dans d'autres, j'en parlerai pour la pollution, il ne s'agit jamais en fait d'un fait individuel, mais souvent d'un problème collectif. De nombreuses personnes ont participé à la réalisation de cette catastrophe sanitaire d'une très grande ampleur. Il est donc toujours difficile de savoir qui est responsable. Mais la multiplicité des responsabilités ne doit pas pourtant diluer les responsabilités, bien au contraire. Pour les problèmes de pollution industrielle, c'est pareil. On a d'un côté l'employeur qui ne respecte pas une réglementation. Je pense à Lubrizol, à Arcelor, à AZF. Mais on a aussi le préfet qui autorise la production et parfois même la surproduction et accorde parfois des dérogations. C'était le cas d'ailleurs dans l'affaire de Lubrizol. Et on a également l'ADREAL, qui sont les agents, en effet, placés sous l'autorité du préfet, qui sont habilités à rechercher et à constater les infractions lors des visites. Donc, on a plusieurs acteurs et chacun va dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». Et quand on a plusieurs entreprises, les entreprises disent « c'est pas moi qui pollue, c'est l'autre ». Pourtant, je crois que si les juges voulaient organiser une répression, la répression des coupables, ils pourraient trouver les moyens de le faire. Comment faire parfois, notamment dans le dossier de l'amiante, pour ne pas condamner quand l'évidence de la culpabilité est présente? Dans le dossier de l'amiante, il semble même que, aient été inventées des choses d'une subtilité confondante. Il y a presque parfois un effort des juges à éviter les condamnations. D'une part, les juges se sont attachés à contester le lien de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient toujours à une victime de prouver que son préjudice, que ce soit la mort
la maladie ou la peur de tomber malade, est due à une exposition fautive de l'industriel. Dans le procès pénal de l'amiante, les juges ont dénaturé un petit peu les rapports d'expertise qui ont été réalisés et ont pour l'instant estimé qu'il était impossible de dater en fait la fibre tueuse. Aucune responsabilité ne pouvait alors être recherchée. Les juges demandent quand est-ce que la fibre inhalée a entraîné votre mort ou a entraîné la maladie. Cette démonstration est impossible. Dans un procès qui semble évident, les juges tendent à rendre la preuve impossible. Ce procès, en espérant qu'il ait lieu un jour, sera tout à fait historique. Il s'agira de démontrer une faute continue à l'origine du décès prématuré des victimes ou des maladies. C'est bien évidemment toute l'exposition professionnelle qui est concernée et non la recherche impossible d'une période circonstanciée qui serait seule à l'origine du dommage. Donc, à mon sens, le problème ne viendrait pas uniquement du droit, puisqu'il y a les moyens, il y aurait les moyens si les juges voulaient les mettre en œuvre. D'où vient le problème ? Quelle est en fait cette société dans laquelle il est plus facile de faire condamner un dealer de drogue qu'une organisation criminelle de plusieurs milliers de personnes ? Pendant longtemps, tout de même, les lobbies économiques exerçaient une influence considérable sur le gouvernement. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que les lobbies font partie intégrante du gouvernement. Est-ce que c'est une partie de réponse aux problèmes qui nous intéressent ? Forcément, lorsqu'il s'agit d'attaquer des lobbies industriels, des personnes seront toujours défavorables à la tenue d'un procès. Concernant la pollution et les dossiers environnementaux, la problématique juridique sera la même. Le problème sociétal également, très certainement. Et pourtant, la population est concernée par une surexposition à des émanations atmosphériques qui proviennent de sites industriels extrêmement polluants. Des pollutions à des particules fines, ultra fines, des COV, des HAP. La philosophie des normes environnementales est telle que ce n'est pas un droit pour protéger l'environnement, c'est malheureusement un droit qui autorise à polluer, mais dans une certaine mesure. Le droit de l'environnement en France, c'est comme le Code civil. Les fondations ont été posées par Napoléon et la première loi date de 1810. À l'époque, il faut savoir que les premières usines s'installent dans les villes et de suite, au 19e siècle, les riverains se plaignent des nuisances qui sont provoquées justement par ces industries. Et les riverains obtiennent du juge qui leur donne le déplacement des usines à l'extérieur des villes. Aujourd'hui, la démographie a déplacé les populations qui se sont de nouveau rapprochées des usines situées en dehors des centres urbains. Aujourd'hui, il est tout à fait impossible de faire déplacer ces usines qui ont bien sûr une production économique considérable. Concernant l'évolution des contrôles, alors qu'on aurait pu penser qu'un contrôle indépendant serait effectué, l'évolution, encore une fois, du droit environnemental a permis à l'administration de déterminer le niveau de pollution acceptable. Alors, pour répondre aux problèmes de pollution, il y a deux principes qui existent. Le premier principe que tout le monde connaît, c'est le principe pollueur-payeur, qui s'inspire du régime de responsabilité pratiqué aux États-Unis. La surveillance se fait en aval. Quand vous polluez, vous devez réparer. En Europe, on a plutôt développé, et en France particulièrement, on a plutôt développé le principe de prévention. Seulement, nous n'avons pas les moyens de contrôler en amont. Il faut savoir que le nombre d'inspecteurs des installations classées est largement insuffisant. On a en France 1500 inspecteurs pour 500 000 ICPE. Donc, en fait, on perd sur les deux tableaux, aussi bien sur le principe pollueur-payeur qui est très peu appliqué, que malheureusement sur le principe de prévention pour lequel les moyens n'ont pas été mis en place. C'est pareil pour la justice. L'institution qui semblerait la plus indépendante des lobbies reste la justice. Mais par exemple, quand on prend l'affaire Lubrizol, eh bien, cette dernière a mis en évidence une opacité grandissante et le danger de l'assouplissement des normes. On se rappelle que la liste des substances a mis 5 jours à sortir à la suite de l'accident Lubrizol. Les résultats d'analyse étaient incompréhensibles et on avait une incapacité de connaître en fait l'effet du mélange des produits. L'étude de danger qui doit être réalisée normalement tous les 5 ans pour chaque site Seveso aurait dû permettre de répondre à ces questions.
Mais malheureusement, on a depuis de nombreuses années réduit le seuil d'exigence relative à la sécurité et à la protection de l'environnement. Je crois que si les causes de l'accident Lubrizol ne sont pas identifiées, cet accident sera une illustration malheureusement des conséquences auxquelles les assouplissements de la réglementation peuvent conduire. Nous, en région marseillaise, on a une pollution importante qui est la pollution qui se situe autour de l'étang de Berre, à Fos-sur-Mer, à Martigues, à Istres, et qui existe depuis de nombreuses années. Mais il y a 20 ans, les usines sont apparues à peu près autour des années 70-80. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Les usines embauchaient et la population ne parlait pas des conséquences catastrophiques des nombreuses expositions. Les salariés acceptaient et les riverains se taisaient. Et puis, petit à petit, bien, les victimes sont apparues. Les maladies professionnelles et les décès professionnels sont devenus de plus en plus nombreux. Et l'affaire de l'amiante, encore une fois, qui a eu un retentissement médiatique et des avancées juridiques considérables, a donné de l'espoir aux victimes qui, aujourd'hui, ne peuvent plus se taire. On parle un peu d'une génération qui s'est sacrifiée au nom de l'emploi, mais lorsqu'à Fos-sur-Mer, les habitants ont commencé, c'est-à-dire pas uniquement les salariés, mais les habitants qui vivent à proximité de ces usines ont commencé à développer des pathologies, eh bien, les langues se sont déliées. Les victimes d'aujourd'hui ne sont plus capables d'accepter ce que les générations précédentes ont subi. C'est dans ces conditions qu'en 2019, une plainte contre X est déposée pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, une plainte qui a été déposée par 250 victimes, riverains, 7 associations et un syndicat pour dénoncer une pollution atmosphérique et environnementale due justement au non-respect par les usines de la réglementation en matière de rejet atmosphérique des polluants. En effet, face au constat qui a été révélé par différentes études concernant la qualité de l'air, eh bien, des habitants de Fos, il a été décidé avec l'association ADPLGF d'agir et de proposer des actions judiciaires. Il y a, comme je le disais, au sein des populations, des personnes qui sont atteintes de pathologies respiratoires et des victimes qui sont malheureusement décédées prématurément. Cependant, il s'agissait de présenter une infraction plus simple à caractériser que l'homicide involontaire et les blessures involontaires. Auparavant, il était nécessaire qu'un accident se produise. Aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de prévention en matière de sécurité, eh bien, le délit de mise en danger de la vie d'autrui a présenté un caractère particulièrement novateur en ce qu'il a justement vocation à sanctionner des comportements délibérés qui exposent autrui à un risque de mort et qui tend à incriminer le risque encouru, mais indépendamment de ses suites. Donc, c'est une belle avancée juridique. C'est la raison pour laquelle cette plainte déposée, en effet, contre X pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui a donc été transmise par le procureur de la République, qui n'a pas classé sans suite, a été transmis au juge d'instruction du pôle santé publique de Marseille, qui est saisi du dossier et qui doit donc établir que les industriels de la région, donc on a Arcelor, Shell, BP, Chemoine, dépôts pétroliers, n'ont pas respecté une réglementation certes existante mais insuffisante pour protéger justement les salariés et les riverains. Et ensuite, le juge devra établir ce lien entre le non-respect à cette réglementation et le risque de tomber malade pour les riverains. Alors, ça semble évident quand on connaît les conditions de vie des riverains qui subissent jour et nuit, 24 heures sur 24, des émanations de polluants qui sont pour la plupart fortement cancérigènes, mais la démonstration devra s'appuyer sur des études et des rapports qui chercheront à démontrer ce lien essentiel et déterminant. Vous l'avez compris, le temps de la justice sera long dans ce dossier. J'espère pas aussi long que le dossier de l'amiante, mais sera long, voire très long. Et malheureusement, les riverains continueront d'être exposés quotidiennement pendant tout ce temps de la justice et subiront les conséquences de ces expositions. Les victimes de l'amiante sont pour la plupart aujourd'hui décédées. Les expositions sont censées avoir cessé, mais concernant malheureusement les victimes environnementales, les réponses sanitaires et judiciaires devraient être beaucoup plus rapides pour répondre justement à des problématiques quotidiennes. Il a donc été démontré, enfin je l'espère, que les victimes sont directement des acteurs de la vie judiciaire. C'est souvent à l'initiative des victimes
que les problèmes juridiques et donc ces problématiques environnementales émergent. Et je voudrais faire une parenthèse parce que c'est vrai, et c'est l'objet d'ailleurs d'une autre action que nous avons diligentée. Pourtant, le préfet est titulaire d'un pouvoir de police au titre de la législation relative aux ICPE et il dispose de multiples prérogatives à toutes les étapes de vie d'une ICPE, de l'autorisation, du refus d'autorisation de fonctionnement, jusque justement à des sanctions qu'il peut délivrer à l'encontre des ICPE si des non-conformités sont relevées. Également, l'inspecteur de la DREAL qui peut transmettre au procureur de la République des procès-verbaux qui constatent justement ces écarts à la réglementation. C'est de la théorie. En fait, en pratique, il y a très peu de poursuites pénales contre les industriels, notamment à Fos, qui sont justement diligentés par ces constatations du préfet et des agents de la DREAL. C'est donc les victimes qui sont, pour la plupart du temps, à l'origine, justement, de ces procédures, qu'elles soient civiles, mais qu'elles soient également pénales. C'est la raison pour laquelle, parallèlement à cette plainte pénale contre X, dans ce dossier de pollution à Fos-sur-Mer, les victimes décident également de déposer des assignations, des recours auprès de la juridiction administrative pour carence fautive de l'État, puisque nous démontrerons l'inaction des pouvoirs publics qui participent justement de par leur inaction à créer des situations intenables pour les riverains. On a notamment à Fos la démonstration qu'il y a eu des arrêtés de mise en demeure contre des industriels qui sont pris, mais malheureusement pas de sanctions qui vont stopper cette pollution. C'est-à-dire qu'on a un préfet qui constate, mais qui ne prend pas la mesure de ses propres constatations. Une dernière procédure a été également proposée aux victimes et a été déposée par les victimes, c'est l'assignation pour trouble anormal du voisinage, qui est beaucoup plus légère et qui va peut-être permettre d'avoir des réponses plus rapides concernant ces pollutions, puisque des assignations ont été délivrées directement à l'égard des industries voisines des riverains. J'habite à côté d'une industrie qui ne respecte pas une réglementation et qui donc m'empêche de vivre comme tout le monde et qui me fait prendre un risque justement sur ma santé. La concentration sur ces deux zones industrielles relativement proches d'un grand nombre de sites aux activités différentes est justement une caractéristique spécifique du territoire du pourtour de l'étang de Berre. Il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré, notamment pour les riverains, une élévation des cancers, des diabètes, des pathologies respiratoires. On a malheureusement pratiquement 2 fois plus de chances d'avoir des cancers quand on habite à Fos-sur-Mer que dans le reste de la France. Les industries qui sont assignées pour trouble anormal du voisinage ont toutes fait l'objet de relever d'écarts à la réglementation en matière d'émissions de polluants dans l'atmosphère. Et c'est la raison pour laquelle les riverains ont estimé que leurs conditions d'existence étaient sérieusement impactées par cette pollution que nous allons démontrer comme étant fautive. Dans ces conditions, et j'en ai pratiquement terminé, les procédures, si elles aboutissent, seront au moins une réponse relative, à la différence de la procédure pénale qui sera beaucoup plus longue. On le comprend sans difficulté, les victimes, avec un temps judiciaire si long, risquent de se mobiliser dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle il y a une part très importante, considérable, des associations qui sont là systématiquement justement pour redonner vie à toutes ces problématiques et continuer les poursuites judiciaires. Si le combat est difficile, je crois que c'est parce qu'il en vaut la peine. Les enjeux sont totalement à la hauteur et même si les industriels aujourd'hui risquent de faire valoir qu'ils fournissent les efforts pour réduire la pollution, leurs efforts ne se verront malheureusement que dans plusieurs années. En effet, avec le délai de latence, les personnes et les victimes qui tomberont malades demain seront le résultat des expositions d'aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, si les victimes sont devenues aujourd'hui les acteurs principaux de ces longs combats, elles s'attaquent directement à des problèmes judiciaires conséquents et importants qui auront des incidences pour beaucoup de dossiers, mais elles s'attaquent également à des éléments de structure de notre société. Car il faut toujours garder à l'esprit que les victimes souhaitent faire avancer l'idée selon laquelle la vie est plus importante que le profit, que la santé et la vie sont plus importants que le profit. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.